Nous sommes ici dans le cadre du programme Jeunes Leaders du Bénin, un programme que la Fondation Freddy Chebet a initié en 2014, qui est donc à sa 5e promotion. Ces 35 jeunes que vous avez en face de vous proviennent des partis politiques, de la société civile et des syndicats. Ils sont 15 femmes et 20 hommes. Alors, cette année, nous avons enregistré 200 candidatures. Et au terme de l'étude des dossiers, nous en avons retenu 55 que nous avons écoutés. Et nous avons retenu les 35 jeunes qui, pour nous, sont la crème de la jeunesse. En tout cas, pour nous, au niveau de la Fondation Freddy Chebet. Alors, durant 6 mois, ils vont suivre un parcours qui commence d'abord par la session qui a commencé par la session 1 sur l'histoire politique du Bénin. Et nous nous sommes dit que le leader qui ne connaît pas son pays ne peut pas diriger, ne peut pas conduire les hommes. Et c'est pour ça que ce module nous semble être très important. Nous sommes à la 2e session que nous intitulons « Voyage au cœur des institutions de la République » pour les amener à comprendre un peu le fonctionnement des institutions, mais à échanger aussi avec les responsables de ces institutions-là. Hier, nous étions à Porte-Nouveau, nous avons vu quelques institutions de la République et aujourd'hui, voilà, nous sommes avec vous et nous vous remercions pour cette attention et merci beaucoup. Évidemment, quand on vient à la Cour constitutionnelle, on s'attend sans doute. Et le sujet sur lequel vous m'avez demandé de me prononcer, le souligne assez bien. On s'attend à connaître la Cour, ses attributions, ses compétences, etc. Nous n'allons pas nous y dérober avec le secrétaire général de la Cour, M. Badégil, qui introduira le sujet assez brièvement, sur lequel nous allons dire quelques mots. En réalité, le noyau dur, celui que l'on retrouve un peu partout, c'est que la loi ordinaire, celle telle qu'elle est votée par le Parlement, elle doit, pour qu'on soit sûr qu'elle est conforme à la Constitution, elle doit être contrôlée par rapport à sa conformité donc aux dispositions de la Constitution. Selon les différents systèmes, le contrôle peut être a priori ou a posteriori. Le contrôle est a priori quand il est fait entre le moment où la loi est votée et le moment où ça doit être promulgué. C'est-à-dire avant même que la loi ne soit promulguée, le contrôle est opéré sur cette loi-là, avant même qu'elle n'entre en vigueur. Alors, selon les pays, ce type de contrôle, dans la plupart des pays, ce type de contrôle est facultatif pour les lois ordinaires et obligatoire pour les lois organiques et les règlements intérieurs des institutions de l'État. Et c'est le schéma que nous avons au Bénin. Autrement dit, au Bénin, aujourd'hui, quand le Parlement adopte une loi, quand la loi est votée, le président de la République peut saisir la Cour constitutionnelle comme n'importe quel député aussi peut saisir la Cour constitutionnelle. Il est vrai que sur la question, il y a eu une évolution jurisprudentielle sur la question. Au départ, c'est l'orthodoxie qui est revenue, qu'on appliquait, c'est-à-dire que c'est facultatif. Entre-temps, il y a eu une pratique qui s'est développée et la jurisprudence l'a accompagnée pour dire que ça devrait être obligatoire pour les lois ordinaires. Vous aurez remarqué que nous sommes revenus à l'orthodoxie, ce qui correspond au droit comparé. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, lorsque la loi est votée au niveau du Parlement, le président de la République peut, s'il le souhaite, demander le contrôle de constitutionnalité de cette loi ordinaire. Tout député à l'Assemblée nationale a également la faculté, s'il estime qu'un point particulier de cette loi telle qu'elle a été votée pose un problème, de soumettre cette question au contrôle de constitutionnalité de la Cour.
Et la Cour va regarder s'il y a un article ou plusieurs. Quand le président de la République saisit la Cour, c'est sur l'ensemble de la loi. Mais quand un député saisit, souvent le député indique quel est le point qui lui semble litigieux. Néanmoins, même si le député a indiqué le point qui lui semble litigieux, les tests de la Cour constitutionnelle donnent le pouvoir à la Cour constitutionnelle de se saisir de l'ensemble du test pour en voir la cohérence d'ensemble par rapport à leur conformité à la Constitution. Voilà ce qui se passe pour les lois ordinaires. Alors, quand le résultat est qu'il y a une disposition qui est déclarée contraire à la Constitution, soit la disposition est séparable du test, et donc on dit simplement qu'elle est séparable et elle peut sortir du test et le reste du test entre en vigueur tel quel, soit la disposition n'est pas séparable et il faut donc qu'on opère la correction de cette disposition avant que le test ne soit promulgué. Donc voilà ce qui se passe avant promulgation. Mais comme je vous ai dit, il y a des tests qui doivent nécessairement subir le contrôle de constitutionnalité. Là, le contrôle n'est plus facultatif, le contrôle est obligatoire. Il s'agit des lois organiques des différentes institutions de la République. La Constitution ne peut pas aller en détail sur le fonctionnement de chaque institution. La Constitution crée l'institution, dit globalement ses attributions et sa composition, mais laisse le soin à une loi organique pour rentrer dans le détail des attributions du fonctionnement. Et ce sont ces lois organiques-là qui viennent compléter la Constitution. Vous voyez que de par la matière, c'est très proche du test constitutionnel. Et donc, il faut nécessairement qu'un contrôle préalable soit fait sur leur conformité à la Constitution avant que ces tests n'entrent en vigueur. Et je vous ai dit, il s'agit des lois organiques des différentes institutions ou des règlements intérieurs de ces institutions-là. Voilà pour ce qu'on appelle le contrôle a priori. Maintenant, le contrôle a posteriori. Si les tests sont déjà promulgués, sont déjà publiés et sont entrés en vigueur. Les tests du Bénin offrent la possibilité à tout citoyen, de saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander de vérifier si telle ou telle disposition est conforme ou non à la Constitution. Et le citoyen a deux voies. La voie d'action et la voie d'exception. La voie d'action, c'est une demande dont l'objet est le contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire, on saisit la Cour constitutionnelle d'un seul problème, le problème de constitutionnalité. Et donc, c'est la loi qu'on attaque directement, telle ou telle disposition de cette loi, et on demande à la Cour constitutionnelle de regarder s'il n'y a pas de problème. J'ai en tête, par exemple, le Code de la nationalité. Un citoyen, des années après, le Code de la nationalité qui date des années 60, a été attaqué devant la Cour constitutionnelle par un citoyen qui estime qu'il y a discrimination entre l'homme et la femme par rapport au pouvoir qu'ils ont de donner leur nationalité à autrui, notamment à un étranger suite au mariage, etc. Et qu'il y a discrimination. Et donc, des années plus tard, un citoyen peut soulever par voie d'action la question de la conformité à la Constitution d'une loi qui est déjà en vigueur et qui a même déjà été appliquée plusieurs fois. C'est la voie d'action. Il y a la voie d'exception, ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Vous avez un autre problème, qui est un problème de famille, un problème de nature pénale, fiscale, administrative, et vous êtes devant un juge qui est compétent dans cette matière. Mais vous voyez qu'on veut vous appliquer une loi pour régler ce problème-là, qui n'est pas un problème de constitutionnalité au départ. Vous voyez qu'on veut vous appliquer une loi. Et vous vous dites, il y a tel ou tel article de cette loi qui pose un problème de constitutionnalité. Là, vous soulevez ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité devant ce juge-là, qui n'est pas le juge constitutionnel. La Constitution fait obligation à ce juge de surseoir à statuer, de saisir dans les 8 jours le juge constitutionnel pour lui transmettre votre question. Et le juge constitutionnel dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à la question de savoir si oui ou non le test qu'on voulait, la loi, ici on précise bien la loi, ce n'est pas n'importe quel autre test, la loi, test voté par le Parlement, si ce test-là effectivement est ou non conforme à la Constitution. Et c'est après la réponse du juge constitutionnel qui intervient dans les 30 jours que le juge ordinaire, judiciaire, administratif, peut se ressaisir de son dossier et traiter maintenant le dossier, la question qui lui était posée, qui n'était pas une question de constitutionnalité, qui était un problème administratif, de famille, pénal, d'assurance, de terrain, tout ce que vous voulez. Donc, ça c'est le contrôle a posteriori. Une des particularités du Bénin aussi, c'est qu'au-delà des lois, le contrôle a posteriori touche les actes administratifs. Lorsque vous prenez l'article 3 de la Constitution, on dit que
la souveraineté incarnée par le peuple exerce sa souveraineté, soit par lui-même, soit par des représentants élus, et que tous les actes qui sont posés par les représentants, si ce n'est pas conforme à la Constitution, les citoyens peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Et donc, là, on a dit des lois et actes présumés inconstitutionnels. Et donc, ces actes-là, il est clair que les actes administratifs en font partie. Ça veut dire qu'un décret du président de la République, un arrêté, etc., peut être soumis également à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. C'est vrai qu'à ce niveau, on peut avoir, il y a une difficulté avec le juge administratif, qui est le juge naturel des actes administratifs. Donc la Cour constitutionnelle s'évertue à éviter de faire un contrôle de légalité à leur égard. Et quand vous revenez sur le premier point, il a utilisé certaines expressions qui seraient intéressantes d'ailleurs de vérifier l'écriture. A priori, il n'y a pas accent. A posteriori, il n'y a pas accent. Ni aigu, ni accent sur le A. On est tous d'accord. Hein? Ce sont des expressions latines. Hein? On va dire a pari, a priori, a posteriori, etc. Ce sont les éléments de raisonnement. Donc quand on dit a priori, on voit avant. A posteriori, après. Donc il a dit qu'il y a des lois dont le juge constitutionnel est saisi pour contrôle de constitutionnalité. Et certaines lois, dit-il, sont appelées les lois ordinaires. Le contrôle est facultatif. Et tout ce que vous allez construire sur le socle, si ici on dit il y a beaucoup de... Le personnel, ça devient de plus en plus nombreux, il faut un palier. Ah, il faut un palier, il faut monter encore. Est-ce que la fondation peut supporter? On va vérifier si ce que nous allons ajouter, sur ce que nous allons mettre, sur le niveau que nous allons monter sur cet immeuble, si la fondation peut porter, peut supporter. Le juge constitutionnel remplace le juge administratif dans son travail qui est le contrôle de la légalité. Et donc le juge constitutionnel ne connaît de ce test, essaye de faire en sorte que ce soit un vrai problème de constitutionnalité qui est reproché au test. Si vous venez avec porter un recours devant la Cour constitutionnelle contre des tests de ce genre et que la question que vous posez c'est une question de légalité, la Cour constitutionnelle va vous dire elle n'est pas compétente, allez voir le juge administratif pour régler cette question de légalité. Voilà pour les tests. Bon, toujours en ce qui concerne les tests, il y a une petite exception sur les traités internationaux. Hein, vous verrez que l'article 146 de la Constitution dit que si le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour vérifier la conformité d'un traité international à la Constitution et que la Cour constate que ce traité n'est pas conforme à la Constitution, ce traité ne peut être ratifié qu'après révision de la Constitution. C'est quelque chose de marginal qui n'a pas été souvent utilisé, mais il faut dire que cette disposition existe. Donc, c'est la première grande famille d'attribution de la Cour constitutionnelle. Et c'est sa fonction classique, universelle. Quand on vous parle de justice constitutionnelle, il y a forcément le contrôle de constitutionnalité de la loi, ou parfois, comme chez nous, d'autres tests qui sont supposés être en dessous de la Constitution et dont il faut vérifier la conformité par rapport à la Constitution, selon le principe de la hiérarchie des normes, ce principe qui dit que tous les tests n'ont pas la même valeur, certains sont inférieurs, d'autres sont supérieurs, et les tests inférieurs ne doivent leur validité ou leur conformité, ne doivent leur validité qu'à leur conformité aux tests supérieurs. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait cette conformité. C'est le travail du juge administratif pour les actes administratifs, c'est le travail du juge constitutionnel pour la loi et parfois aussi pour les actes administratifs. Deuxième grande famille d'attribution de la Cour constitutionnelle, c'est le contrôle, c'est la protection des droits fondamentaux. La protection des droits fondamentaux. Normalement, la protection des droits fondamentaux n'est pas une attribution qui est détachable du contrôle de constitutionnalité. Parce que quand vous faites le contrôle de constitutionnalité, comme c'était le cas pour le Code des personnels de la famille, vous tombez sur parfois des dispositions qui peuvent être des dispositions qui sont jugées contraires à la Constitution pour telle ou telle raison.
Donc, à l'occasion du contrôle de constitutionnalité, le juge constitutionnel fait déjà un contrôle sur les droits fondamentaux. Parce que si la loi telle qu'elle est votée pose un problème de violation des droits fondamentaux, le juge constitutionnel va dire que ce n'est pas conforme. Mais la particularité du Bénin, c'est que la Constitution dit clairement que la Cour constitutionnelle reçoit des plaintes en violation des droits fondamentaux. Et vous savez qu'il y a un titre entier de la Constitution qui est réservé aux droits fondamentaux, le titre 2, des droits et devoirs de la personne, article 7 à article 40. Et en plus, l'article 7 de la Constitution dit que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de notre Constitution. Je voudrais rappeler qu'également dans le préambule, on fait référence à d'autres normes internationales. Donc, il y a tout un corpus de normes qui protègent les droits fondamentaux. Et lorsque les particuliers, je dis les particuliers et pas les citoyens, parce qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a dit que n'importe quel particulier doit être traité de la même manière que les citoyens béninois, parce que dans certaines dispositions de la Constitution, on dit citoyens, mais les particuliers, c'est-à-dire béninois ou non, tout particulier qui a un problème de violation des droits fondamentaux, de présomption de violation, peut saisir la Cour constitutionnelle. La Cour regardera et donnera raison à l'un ou à l'autre et dira oui, il y a violation ou non, il n'y a pas violation. Donc notre Cour constitutionnelle protège les droits fondamentaux, soit à travers le contrôle de constitutionnalité qu'on avait déjà vu plus haut, soit à travers des plaintes où on saisit et puis on vient regarder comment ça se passe. Vous voyez que ça amène le juge constitutionnel à apprécier parfois des faits. C'est ce qui justifie d'ailleurs les réformes récentes que nous avons eu à faire, parce que quand vous devez apprécier des faits, il faut que le contradictoire soit appliqué dans sa totalité. Il faut que les gens viennent devant la Cour, qu'ils aient l'occasion de se prononcer, d'exposer leurs réclamations, que les personnes indexées aient l'occasion de répondre et qu'à tour de rôle, chacun ait l'occasion de se prononcer sur ce que l'autre a dit. C'est ce qui explique des réformes récentes que nous avons eu à faire ici et qui crée les chambres de mise en état où les gens viennent exposer leurs prétentions, ils viennent avec les pièces, ils viennent avec les documents écrits, ils parlent, l'autre aussi peut répondre. Et donc, c'est tout cela qui permet au conseiller rapporteur d'apprêter son dossier pour l'ensemble de ses collègues qui vont délibérer sur la question et rendre leur décision publiquement. Donc, voilà la deuxième attribution, les droits fondamentaux. Troisième attribution, la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Alors, en cette matière, il s'agit d'arbitrer les éventuels conflits à l'intérieur d'une institution ou dans les rapports entre plusieurs institutions. Vous savez, à l'intérieur d'une institution, les membres de l'institution peuvent ne pas s'entendre sur l'interprétation de leur règlement intérieur. Ils peuvent ne pas s'entendre sur quel acte il faut poser avant de poser tel autre acte, sur la validité de l'acte que leur président a posé, sur etc., etc. S'ils ont des problèmes comme ça et que ça bloque le fonctionnement de leur institution, n'importe quel protagoniste parmi eux peut saisir la Cour constitutionnelle qui va leur dire la voie à suivre. Mais il peut arriver aussi que ce soit plutôt dans les rapports entre organes. Vous voyez par exemple ici, il y a eu un conflit d'interprétation entre le gouvernement et la haute autorité de l'audiovisuel de la communication sur les attributions de fréquences par exemple, sur les radios privées. Qui doit faire quoi? Avant qui? Il y a quelqu'un qui doit produire un rapport de disponibilité de fréquences, l'autre doit regarder, attribuer, etc. Donc, les frontières n'étant pas claires, chacun revendiquant une portion de pouvoir, il faut venir à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle peut faire l'arbitrage et dire ce qu'il en est. Donc, la régulation du fonctionnement des institutions, soit c'est qu'à l'intérieur de l'institution, il y a conflit d'interprétation, on ne se comprend pas, soit c'est que c'est dans les rapports entre une institution et une autre. Une institution proteste contre le fait que l'autre est en train de piétiner ses pouvoirs et donc l'arbitrage se fait au niveau de la Cour constitutionnelle. Dernière catégorie d'attribution de la Cour constitutionnelle, c'est le contrôle des élections politiques nationales. Les élections politiques nationales. J'insiste sur nationale, c'est-à-dire élection du président de la République, élection des députés à l'Assemblée nationale et aussi le référendum. Bon, on peut dire votation en général. Dans les votations, toutes les fois où on vote, soit on vote pour une idée ou un test et on parle de référendum,
soit on vote pour choisir une ou plusieurs personnes et on parle d'élection. Donc la Cour constitutionnelle, je peux dire qu'elle est compétente pour les votations politiques nationales. C'est-à-dire, d'une part, les élections du président de la République ou des députés à l'Assemblée nationale et d'autre part, le référendum. Pour l'élection du président de la République, les pouvoirs de la Cour constitutionnelle sont très larges. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du processus. Veiller. Veiller. On ne dort pas quand on veille. On regarde tous les aspects. On veille. Et chaque point peut faire l'objet. Et là, la Cour peut même s'auto-saisir des irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même constater. C'est la Constitution qui le dit. La Cour peut même s'auto-saisir des irrégularités et statuer sur la question. En ce qui concerne les députés, le test de la Constitution est moins généreux, mais la Cour apprécie ses pouvoirs, puisque vous savez que chaque institution a la compétence de sa compétence. La Cour apprécie ses pouvoirs. Donc, pour les élections des députés, on dit statut en cas de contestation sur la validité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Donc, quand l'élection a lieu, si quelqu'un, un adversaire, conteste la validité de l'élection de l'autre, eh bien, il faut venir à la Cour constitutionnelle pour le faire. Mais en cette matière, souvent, on insiste sur le fait que c'est déjà au moment du déroulement du scrutin que les mentions doivent être faites dans les documents électoraux adressés à la Cour constitutionnelle. Il est fait obligation par les lois électorales que si vous constatez des irrégularités selon vous dans le déroulement, c'est déjà en ce moment-là que vous devez exiger du président du poste de vote l'inscription de vos réclamations dans les documents électoraux qui sont adressés à la fois à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Donc, voilà ce qui se passe pour l'élection du président de la République, l'élection des députés, et évidemment maintenant, troisièmement, le référendum aussi. Donc le référendum, on n'en connaît pas beaucoup au Bénin, on pourrait en connaître à l'avenir. De toutes les façons, il y a une loi organique sur le référendum qui existe, et cette loi organique, dans sa mise en œuvre, il est prévu aussi bien dans la Constitution que dans cette loi organique que c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente sur le contentieux du référendum.